Bienvenue dans les Clés du Sens, une chronique consacrée à la sémiologie, la science des symboles. Je suis Léa, et ensemble nous allons explorer un territoire fascinant, celui des signes et des symboles qui nous entourent au quotidien. Elle nous révèle que chaque mot, chaque nom porte en lui une histoire extraordinaire. Et quoi de plus révélateur de nos représentations collectives que les noms que nous donnons aux animaux qui peuplent notre imaginaire. Cette année, je vous propose de plonger dans l'univers captivant de la symbolique animale à travers les noms de mammifères, en nous appuyant sur un ouvrage remarquable d'Henriette Walter et de Pierre Avenas, l'étonnante histoire des noms de mammifères. Car derrière chaque nom se cache bien plus qu'une simple désignation. Nos peurs ancestrales, nos admirations secrètes et nos mythes fondateurs s'y trouvent. Ces noms sont de véritables miroirs de nos sociétés et nous racontent comment nos ancêtres percevaient le monde animal, quelles vertus ou quels dangers ils y projetaient, et comment ces représentations continuent de façonner notre langage et notre pensée contemporaine. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour notre chronique animalière. Et aujourd'hui, nous allons parler du renard. Le renard est un animal fascinant, je l'adore, j'en parle beaucoup en sémiologie. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. C'est non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il révèle de nous. En fait, selon les cultures qu'il observe, il devient tantôt démon rusé, tantôt guide spirituel. On verra sa fourrure rousse, ses déplacements furtifs, son regard perçant, tout en lui semble appeler l'interprétation. Aujourd'hui, je vous propose de suivre sa trace à travers les cultures, de l'enfer médiéval européen au berceau mongol, des fables d'Ésope aux plantes qui portent son nom. Commençons par l'Europe médiévale, où le renard n'avait pas bonne réputation. Voleur de poules, pilleur de basse-cour, il incarnait la ruse malveillante, celle qui trompe pour nuire. Dans l'imaginaire chrétien, cette réputation s'est chargée de connotations diaboliques, et pour cause, sa couleur rousse la condamnait, le roux était la couleur du feu, donc de l'enfer. Mais aussi la couleur attribuée aux traîtres, pensez à Judas, toujours représenté avec des cheveux roux dans l'art médiéval. Le renard s'est ainsi retrouvé rangé dans le bestiaire infernal, créature du malin, incarnation de la tromperie. Cette méfiance se lit jusque dans la langue. Le renard était autrefois appelé goupil, du latin vulpes. Mais le roman de renard, cette œuvre médiévale où le personnage de renard le goupil incarne la ruse triomphante, a eu un tel succès que le nom propre est devenu nom commun. Renard a tué goupil. Le personnage littéraire a effacé le mot d'origine. Voilà une ruse dont le renard lui-même aurait pu être fier. Mais remontons plus loin dans le temps, vers la Grèce antique. Les noms grecs du renard évoquent souvent la couleur fauve de son pelage. Alopex, qui donnera alopécie d'ailleurs, cette perte de cheveux par plaque, vous savez. Pour cause, au printemps, la fourrure du renard tombe par plaques irrégulières, laissant apparaître la peau nue. L'observation naturaliste s'est inscrite dans la langue. Mais un nom grec se détache. Bassara. Ce mot nous emmène vers un univers bien différent, celui des cultes dionysiaques. Les bacchantes, ces femmes qui célébraient Dionysos dans des transes extatiques, se recouvraient de peau d'animaux, la nébride, une peau rituelle, généralement faite de peau de cervidés, faons, biches, daims, mais pouvait aussi être en peau de panthère, de bouc, de lynx ou de renard. Portée par les ménades, les satyres, les silènes, cette peau était bien plus qu'un vêtement, elle incarnait l'animalité, la force vitale déchaînée en mouvement fugueux. D'ailleurs, on voit dans les représentations antiques Artémis et les Ménades tantôt caresser des biches, tantôt les poursuivre, les tuer. Le renard dans ce contexte n'est plus le voleur médiéval, il devient l'emblème, le symbole d'une force sauvage, d'une ivresse sacrée qui comme abolit les frontières entre l'humain et l'animal. Maintenant, j'aimerais vous emmener en Mongolie. On va traverser ensemble l'Eurasie jusqu'en Mongolie et ici nous allons rencontrer le renard qui n'est ni démon ni symbole d'ivresse mais fin connaisseur de la nature. Et oui, les Mongols observaient que le renard se déplace en zigzag, qu'il semble connaître les moindres détails de la forêt, chaque recoin, chaque passage secret, et de cette observation est née une interprétation spirituelle. Ici, le renard devient un guide psychopompe, un passeur entre les mondes, celui qui connaît les chemins invisibles. Cette sagesse qu'on lui prête était si respectée qu'on gravait son image sur du bois pour la placer au-dessus des berceaux des nourrissons. Le renard veillait ainsi sur les nouveau-nés, leur transmettant peut-être sa connaissance des passages, sa capacité à trouver son chemin dans l'obscurité, le monde des rêves. Protecteur des enfants,
Quelle distance avec le voleur de poules européen. Même animal, mais regards radicalement opposés. Le renard devient le révélateur des angoisses ou des aspirations de chaque culture. Vous écoutez Les Clés du Sens avec Léa sur Radio FM+. Mais le renard a aussi conquis la littérature. Et oui, dans les fables d'Ésope, il apparaît dans pas moins de 42 récits, un record absolu dans ce bestiaire animalier. C'est lui qui raille les raisins trop verts, c'est lui qui flatte le corbeau pour lui voler son fromage. Ésope en a fait l'incarnation de l'intelligence, celle qui compense la faiblesse physique par l'astuce. Et comme je le mentionnais, Renard, ce personnage littéraire, a eu un destin extraordinaire. Et il n'a pas laissé son nom que dans ces jolis récits médiévaux. Il a aussi laissé sa trace, notre renard, dans le monde végétal, avec 2 plantes qui portent son nom, que vous connaissez peut-être. D'abord, le raisin de renard, qu'on appelle aussi la parisette. Elle a une très belle histoire mythologique que je n'aurai pas le temps de vous conter ici. C'est une plante énigmatique consacrée à Vénus. Elle porte des baies noires, brillantes, qui ressemblent à des petits raisins. Attention cependant, elles sont très toxiques. Voilà bien une plante digne du renard, attirante et dangereuse, belle et perfide. On imagine que son nom vient de cette ambiguïté d'ailleurs. Des fruits qui semblent prometteurs mais qu'il ne faut pas toucher, comme ces raisins de la fable d'Ésope que le renard déclare trop verts. Ensuite, la queue de renard. Peut-être que vous en avez déjà vu. L'amarante, une plante aux inflorescences d'un rouge vif, presque flamboyant, qui retombe en panache épais. Ici, pas de doute, c'est la ressemblance avec la queue touffue du renard qui est frappante, surtout dans cette couleur rousse presque incandescente. Amarante, dont le nom grec signifie qui ne se flétrit pas, porte aussi une symbolique d'éternité. Du démon médiéval au guide mongol, des bacchantes grecques aux fables d'Ésope, des berceaux d'enfants aux plantes vénéneuses, le renard est un miroir tendu à chaque culture. Chacune y projette ses peurs ou ses admirations, ses obsessions ou ses rêves. Peut-être que la vraie ruse du renard, finalement, c'est de nous forcer à nous révéler nous-mêmes quand nous croyons parler de lui. Ainsi, un seul mot nous raconte des millénaires d'histoire humaine, nos peurs, nos fascinations, nos projections. La prochaine fois, nous explorerons un autre animal et ses secrets linguistiques. En attendant, restez à l'écoute des mots qui vous entourent, ils ont tous une histoire à raconter.